Une professeure retraitée reçoit des nouvelles inattendues à l'aube. Sa vie bascule du jour au lendemain. Une histoire de résilience et d'espoir qui vous touchera en plein cœur. Bon retour, laissez un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Les nouvelles arrivent à l'aube, accompagnées d'agents de police et d'une voisine aux yeux larmoyants. Nicole, une enseignante retraitée de 68 ans, ouvre la porte en chemise de nuit, nullement préparée à la révélation dévastatrice qui l'attend. Son fils et sa belle-fille ont été impliqués dans un terrible accident alors qu'ils voyageaient à l'étranger. Au milieu de son chagrin écrasant, elle apprend que son petit-fils de 7 ans, Ulysse, est désormais seul et arrivera dans quelques jours. Avec ses mains arthritiques et sa modeste pension, Nicole n'est pas préparée à élever à nouveau un enfant. Son petit appartement à Lyon dispose à peine d'espace pour elle-même, sans parler d'un garçon énergique portant ses propres blessures émotionnelles. Le jour où Ulysse arrive, Nicole attend nerveusement à l'aéroport Saint-Exupéry. Dans sa tête tourbillonnent 1000 questions. Comment pourra-t-elle s'occuper convenablement d'un enfant à son âge? Comment pourra-t-elle apaiser sa douleur alors qu'elle peut à peine contenir la sienne? Lorsqu'elle aperçoit finalement le petit garçon, escorté par une hôtesse de l'air au visage compatissant, son cœur se serre. Ulysse, autrefois si vibrant dans les appels vidéo qu'il partageait, est maintenant méconnaissable. Son comportement silencieux et ses yeux vides brisent le cœur de Nicole. L'enfant jadis plein de vie parle à peine, serrant contre lui un ours en peluche usé que ses parents lui avaient offert. « Bonjour Ulysse », murmure Nicole, s'agenouillant maladroitement pour se mettre à sa hauteur, ignorant la douleur qui lance dans ses articulations. « Je suis ta grand-mère. » Il la regarde sans expression, comme si ces mots n'atteignaient pas son monde intérieur. L'hôtesse de l'air remet à Nicole un petit sac à dos et une valise, ainsi qu'une enveloppe contenant les documents officiels. « Il n'a pas dit un mot pendant tout le vol », chuchote-t-elle à Nicole. « Les services sociaux vous contacteront. » Dans les prochains jours? Sur le chemin du retour dans le taxi qui les ramène vers l'appartement, Nicole observe son petit-fils. Malgré ses limitations physiques et ses préoccupations financières, elle fait une promesse silencieuse. « Tu ne te sentiras jamais seule. » Elle serre doucement sa petite main, mais Ulysse continue de regarder par la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Ce soir-là, Nicole transforme sa salle de couture en chambre pour Ulysse, utilisant ses maigres économies pour acheter l'essentiel. Elle place des draps frais sur le canapé-lit et arrange quelques jouets qu'elle avait conservés depuis l'enfance de son fils. Pendant qu'Ulysse dort enfin, épuisé par le voyage et le chagrin, Nicole s'assoit à la table de la cuisine et lit les documents officiels, les larmes coulant silencieusement sur son visage ridé. Un certificat de décès, des formulaires de tutelle, une réalité nouvelle et terrifiante condensée en quelques pages froides et officielles. À travers la fenêtre, les lumières de Lyon scintillent, indifférentes à son monde qui s'est effondré. Nicole se souvient du jour où son fils lui a annoncé qu'il partait vivre à l'étranger avec sa nouvelle épouse. Elle avait ressenti un mélange de fierté et de tristesse, mais jamais elle n'aurait imaginé que leur aventure se terminerait ainsi. Maintenant, tout ce qui reste de son fils est ce petit garçon silencieux qui dort dans la pièce d'à côté, portant un fardeau bien trop lourd pour ses jeunes épaules. « Comment vais-je y arriver ?» chuchote-t-elle dans l'obscurité. À personne en particulier, peut-être à son défunt mari qu'il avait quitté il y a déjà 10 ans. Pourtant, au fond d'elle-même, Nicole sait qu'elle n'a pas d'autre choix que d'essayer. Les premiers jours passent dans un brouillard de formulaires administratifs, d'appels téléphoniques et de tentatives maladroites pour établir une routine. Ulysse reste principalement silencieux, répondant aux questions par des hochements de tête ou des haussements d'épaules. Chaque soir, Nicole l'aide à se préparer pour le coucher, lui racontant des histoires qu'elle inventait autrefois pour son fils. Ulysse écoute mais ne réagit pas, serrant toujours son ours en peluche contre sa poitrine comme un bouclier contre le monde. La première nuit où Ulysse fait un cauchemar, Nicole se précipite dans sa chambre aussi vite que ses jambes douloureuses le lui permettent. Elle le trouve assis droit dans son lit, hurlant des appels désespérés à ses parents. Nicole le prend dans ses bras, le berçant doucement jusqu'à ce que ses cris se transforment en sanglots, puis en respiration régulière. Elle reste assise sur le bord du lit jusqu'à l'aube, veillant sur son sommeil agité,
son dos protestant contre la position inconfortable. « J'aimerais pouvoir prendre ta douleur, » murmure-t-elle en caressant ses cheveux humides de sueur. « J'aimerais pouvoir te les ramener. » Le lendemain, Nicole emmène Ulysse à sa nouvelle école. L'inscription a été précipitée, mais la directrice, une femme au visage bienveillant nommée Madame Leroy, a fait preuve de compréhension face à leur situation. « Nous prendrons soin de lui, » assure-t-elle à Nicole. « Nous avons une conseillère scolaire excellente qui a l'habitude de travailler avec des enfants qui ont vécu des traumatismes. » Lorsque vient le moment de se séparer, Ulysse s'accroche soudain à la jupe de Nicole, son premier geste d'émotion depuis son arrivée. Nicole se penche et lui murmure des paroles rassurantes, promettant de revenir le chercher à la fin de la journée. Avec réticence, il la laisse partir, ses yeux exprimant une peur que ses lèvres refusent d'articuler. En rentrant dans son appartement vide, Nicole est frappée par le silence. Elle s'assoit lourdement sur une chaise et pour la première fois depuis l'arrivée des policiers à sa porte, elle se permet de s'effondrer complètement. Ses sanglots résonnent dans l'appartement désert, libérant une fraction de la douleur qu'elle a contenue pour rester forte devant Ulysse. Les premiers mois s'avèrent être les plus difficiles. Ulysse souffre de cauchemars presque chaque nuit, refuse de manger correctement et se retire de toute interaction sociale. À l'école, il reste à l'écart des autres enfants, dessinant seul dans un coin de la cour de récréation. Nicole lutte également, pleurant en privé tout en s'efforçant de paraître forte pour son petit-fils. Ses économies diminuent rapidement face aux nouvelles dépenses. Vêtements, fournitures scolaires, visites chez le pédiatre recommandé par l'école. Sa voisine, Françoise, une infirmière retraitée, remarque l'épuisement de Nicole et propose son soutien. Un soir, alors, qu'Ulysse est finalement endormi, Françoise apparaît à la porte avec un plat de gratin dauphinois encore chaud et une bouteille de vin. « Tu ne peux pas tout porter seule, » dit-elle simplement en s'installant à la table de la cuisine. « Même les épaules les plus fortes ont besoin de repos. » Cette nuit-là, Nicole confie ses peurs à Françoise, sa peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas vivre assez longtemps pour voir Ulysse devenir un adulte, de ne pas savoir comment l'aider à traverser son chagrin. « L'amour trouve toujours un chemin, » répond Françoise en remplissant leur verre. « Et tu as plus de force que tu ne le crois. » Françoise devient la première d'une série de membres de la communauté qui entourent progressivement cette famille fracturée. Il y a Monsieur Dubois, le boulanger du quartier, qui glisse toujours un pain au chocolat supplémentaire dans le sac lorsque Nicole vient acheter le petit déjeuner. Il y a Madame Moreau, la bibliothécaire qui met de côté des livres spécialement choisis pour Ulysse. Et il y a le docteur Laurent, qui accepte d'échelonner les paiements pour les rendez-vous médicaux d'Ulysse, comprenant leur situation financière précaire. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. 3 mois après l'arrivée d'Ulysse, Nicole reçoit un appel de son institutrice, Mademoiselle Dupont, qui lui demande de venir pour une réunion. Le cœur serré, Nicole se rend à l'école s'attendant à une discussion sur les performances médiocres d'Ulysse ou sur son comportement renfermé. Au lieu de cela, l'institutrice lui révèle une découverte surprenante. « Je voulais vous montrer ceci », dit Mademoiselle Dupont en sortant plusieurs feuilles de papier d'un dossier. Ulysse les a dessinées pendant les temps libres. Nicole examine les dessins avec étonnement. Ce sont des œuvres complexes, remplies d'émotions. Un bateau fragile luttant contre une tempête féroce, un petit oiseau perché sur une branche, regardant un nid vide, un soleil se levant au-dessus d'un paysage désolé. Bien que sombres, les dessins montrent un talent remarquable pour un enfant de 7 ans. Il a un don, explique l'institutrice. Je pense que l'art pourrait être sa façon de communiquer ce qu'il ne peut pas exprimer avec des mots. Cette révélation conduit Nicole à inscrire Ulysse à un programme artistique parascolaire, malgré la contrainte financière. Pour couvrir les frais, elle commence à faire des retouches de couture personnalisées pour ses voisins, travaillant tard dans la nuit après qu'Ulysse se soit endormi. Ses doigts arthritiques protestent, mais elle trouve une satisfaction dans ce travail familier, un rappel de l'époque où elle confectionnait des costumes pour les pièces de théâtre de l'école où elle enseignait. Un soir, alors qu'elle coud à la lueur d'une lampe, Ulysse apparaît silencieusement à la porte de sa chambre, serrant son ours en peluche. Encore un cauchemar ?
demande doucement Nicole, posant son ouvrage. Ulysse hoche la tête, puis demande d'une voix, à peine audible, « Tu fais quoi ?» C'est la première fois qu'il pose une question de son propre chef, et Nicole sent son cœur bondir. « Je répare une robe pour Madame Leroux, » explique-t-elle. « Tu veux voir ?» Il s'approche avec hésitation et observe ses mains travailler. « Tu peux m'apprendre ?» murmure-t-il. « Bien sûr, mon chéri. Mais peut-être demain ? Il est tard maintenant. » Ulysse acquiesce, puis, à la grande surprise de Nicole, grimpe sur ses genoux comme il le faisait quand il était plus petit et venait en vacances chez elle. C'est un petit pas, mais qui remplit Nicole d'espoir, alors qu'elle berce doucement son petit-fils, jusqu'à ce qu'il s'endorme à nouveau. Le programme d'art devient rapidement le point culminant de la semaine d'Ulysse. Pour la première fois, depuis l'accident, il montre de l'enthousiasme pour quelque chose, rassemblant ses fournitures avec soin et même parlant occasionnellement de ce qu'il a appris. Monsieur Gaillard, l'instructeur d'art, envoie régulièrement des notes à Nicole, soulignant les progrès d'Ulysse et son talent naturel. « Il voit le monde différemment », écrit-il dans un message. C'est un don rare. À la maison, Nicole crée un petit espace dans le salon où Ulysse peut dessiner et peindre. Elle économise pendant des semaines pour lui acheter un ensemble de crayons de couleurs de bonne qualité pour son anniversaire, sacrifiant l'achat d'un nouveau manteau pour elle-même malgré l'approche de l'hiver. Voir la lueur dans ses yeux. Lorsqu'il ouvre le cadeau rend ce sacrifice insignifiant. Au fil des jours, une routine commence à se former. Nicole se réveille tôt pour préparer le petit déjeuner et le déjeuner d'Ulysse. Elle le conduit à l'école, puis passe sa journée à faire des retouches de couture, à gérer les factures et à préparer le dîner. 3 fois par semaine, Ulysse assiste au programme d'art après l'école, ce qui donne à Nicole un peu plus de temps pour travailler. Les soirées sont consacrées aux devoirs, aux histoires et, de plus en plus souvent, à des conversations tranquilles pendant qu'Ulysse dessine et que Nicole coude. Toutefois, malgré cette routine réconfortante, Nicole s'inquiète constamment. Sa pension suffit à peine à couvrir les dépenses courantes et les frais supplémentaires liés à l'éducation d'Ulysse la poussent dangereusement proche de ses limites financières. Elle commence à sauter des repas, prétendant avoir déjà mangé lorsqu'Ulysse demande pourquoi elle ne se joint pas à lui pour le dîner. Elle retarde aussi des traitements médicaux dont elle a besoin, notamment pour son arthrite qui s'aggrave, préférant utiliser cet argent pour les nécessités d'Ulysse. Une nuit, alors qu'elle vérifie Ulysse avant d'aller se coucher, elle le trouve réveillé, regardant une photo encadrée de son père enfant. « Il te ressemblait beaucoup », dit doucement Nicole, s'asseyant sur le bord du lit. Ulysse touche le visage sur la photo. « Tu peux me parler de lui? Comment il était quand il était petit comme moi ?» C'est le début d'une nouvelle phase dans leur relation. Au cours des semaines suivantes, Ulysse commence à poser des questions sur son père, cherchant des liens avec son passé. Nicole sort de vieux albums photos et raconte des histoires, créant un rituel de préservation de la mémoire qui les aide tous deux à gérer leur chagrin. Pendant l'une de ces sessions, Ulysse rit sincèrement pour la première fois depuis l'accident, un son qui amène Nicole aux larmes de joie. « Papa avait vraiment mis des grenouilles dans le bureau du directeur ?» demande-t-il, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Oui, et il a été puni pendant 2 semaines, » répond Nicole en riant elle aussi. « Ton grand-père était furieux, mais je pouvais voir qu'il était aussi un peu impressionné par l'audace de ton père. » Ah ! Ces moments de légèreté deviennent plus fréquents, comme des rayons de soleil perçant les nuages après une longue tempête. Nicole commence à voir des changements subtils chez Ulysse. Il sourit plus souvent. Il participe davantage en classe selon les rapports de son institutrice. Et il a même commencé à jouer occasionnellement avec un garçon de son âge qui vit dans l'immeuble voisin. Cependant, alors que l'état émotionnel d'Ulysse s'améliore, la santé de Nicole se détériore. Les longues heures de travail, le stress constant et le fait de négliger ses propres besoins commencent à prendre leur tribut. Elle souffre de plus en plus de fatigue, de douleurs thoraciques occasionnelles et d'essoufflement, symptômes qu'elle attribue à l'âge et au surmenage. Un matin, alors qu'elle prépare le déjeuner d'Ulysse, une douleur aiguë traverse sa poitrine, lui coupant le souffle. La pièce commence à tourner et elle s'effondre sur le sol de la cuisine. Ulysse, qui était en train de se préparer pour l'école, la trouve ainsi, et pour la première fois depuis l'accident, il réagit instinctivement. Il court chez Françoise, la voisine, qui appelle immédiatement une ambulance.
À l'hôpital, le médecin est catégorique. Nicole souffre d'une grave maladie cardiaque qu'elle a ignorée trop longtemps, préférant éviter les dépenses médicales. Son état nécessite un traitement immédiat et un repos complet pendant plusieurs semaines. Qui s'occupera d'Ulysse? Et sa première question, les larmes aux yeux. Je ne peux pas le laisser seul. C'est alors que cette crise révèle la force des liens qu'ils ont tissés au cours des derniers mois. Françoise organise un roulement de soutien pendant la convalescence de Nicole. Madame Leroy, la directrice de l'école, arrange un transport spécial pour qu'Ulysse puisse venir directement à l'hôpital après l'école. Monsieur Gaillard, l'instructeur d'art, propose de donner à Ulysse des leçons particulières gratuites pour l'aider à continuer à s'exprimer pendant cette période difficile. Attendez de découvrir ce qui arrivera au petit Ulysse pendant que sa grand-mère est à l'hôpital. Cette épreuve va changer leur relation pour toujours. Pendant les 2 semaines d'hospitalisation de Nicole, Ulysse subit une transformation remarquable. Confronté à la possibilité de perdre également sa grand-mère, il commence à sortir de sa coquille, déterminé à aider. Chaque jour après l'école, il s'assoit près du lit de Nicole, lui racontant sa journée, lui montrant ses dessins et même lui lisant des histoires qu'il a choisies avec l'aide de Madame Moreau, la bibliothécaire. « Tu dois te reposer pour guérir plus vite », dit-il sérieusement un après-midi, répétant les mots exacts que Nicole lui avait dit tant de fois lorsqu'il était malade. Nicole observe avec émerveillement ce nouveau côté de son petit-fils. La tragédie qui les a réunis a créé un lien unique entre eux, une compréhension mutuelle de la perte et de la nécessité de s'accrocher à ce qui reste. Quand Nicole est finalement autorisée à rentrer chez elle, elle découvre que Ulysse, avec l'aide de Françoise, a réorganisé l'appartement pour faciliter ses déplacements. Il a déplacé son matelas dans le salon pour être plus proche d'elle pendant la nuit, et il a disposé ses médicaments dans une boîte à compartiments étiquetée avec des dessins colorés pour chaque moment de la journée. Comme ça, tu ne les oublieras pas, explique-t-il fièrement. Les rôles sont maintenant partiellement inversés, Ulysse assumant des responsabilités bien au-delà de son âge. Il aide à préparer des repas simples, va chercher le courrier et rappelle, même à Nicole, de prendre ses médicaments. Cette nouvelle dynamique inquiète parfois Nicole, qui craint qu'Ulysse ne sacrifie trop de son enfance, mais elle reconnaît également que ses responsabilités lui donnent un sentiment de contrôle dans un monde qui lui en a tant enlevé. Leur situation se stabilise progressivement. La santé de Nicole s'améliore grâce à un traitement approprié et au repos forcé. Elle commence à accepter davantage d'aide de la communauté, comprenant que cela ne la diminue pas en tant que tutrice d'Ulysse. Monsieur Gaillard organise même une petite vente des œuvres d'Ulysse au centre communautaire, ce qui rapporte suffisamment d'argent pour couvrir une partie des frais médicaux de Nicole. Juste au moment où les choses semblent s'améliorer, un nouveau coup dur frappe. Nicole reçoit une lettre l'informant que son propriétaire vend l'immeuble. Avec la flambée des loyers à Lyon et leurs options limitées en raison de leur situation financière, il risque de se retrouver sans logement dans 60 jours. Cette nuit-là, après avoir mis Ulysse au lit, Nicole s'assoit à la table de la cuisine, entourée de journaux ouverts à la section des locations, calculant et recalculant leur budget déjà serré. Comment pourrait-il se permettre un nouveau dépôt de garantie? Comment pourrait-il payer un déménagement? Et surtout, comment pourrait-elle maintenir Ulysse dans la même école, près de ses nouveaux amis et de son précieux programme d'art? Sans que Nicole le sache, Ulysse n'est pas endormi. Il a entendu ses appels téléphoniques inquiets et a vu les larmes qu'elle essaie de cacher. Quelque chose se déclenche chez ce petit garçon qui, il y a seulement 8 mois, était paralysé par le chagrin. Sans en informer sa grand-mère, il commence à vendre son art au marché fermier local le week-end, montrant une initiative bien au-delà de ses années. Il installe un petit stand avec l'aide de Monsieur Dubois, le boulanger, qui lui fournit une petite table près de sa boutique. Ulysse vend des dessins et des cartes qu'il a créés, économisant soigneusement chaque euro dans une boîte à chaussures cachée sous son lit. Lorsque Nicole découvre cette entreprise secrète, elle est partagée entre fierté et chagrin que son petit-fils se sente responsable de leur sécurité financière. « Ah, Ulysse !» murmure-t-elle en découvrant la boîte contenant presque 200 € en petites coupures et pièces. « Ce n'est pas à toi de t'inquiéter de ces choses. »« Mais nous sommes une famille, » répond-il simplement. « Tu as dit que les familles s'entraident. » Ces mots touchent Nicole profondément. Malgré toute leur douleur, malgré tous les obstacles, ils sont devenus une vraie famille.
Ensemble, ils continueront à chercher une solution. Leur expulsion imminente coïncide avec l'exposition d'art de l'école d'Ulysse. Nicole, malgré ses préoccupations, insiste pour qu'Ulysse participe. « Nous célébrons toujours les bonnes choses, même quand les temps sont difficiles, » lui dit-elle. L'exposition se tient dans le gymnase de l'école, transformée pour l'occasion en galerie improvisée. Les œuvres d'Ulysse, puissantes et émouvantes, dépeignant la résilience et la famille, attirent l'attention de nombreux visiteurs. Une femme en particulier s'attarde devant ses dessins, les étudiant avec une intensité particulière. « C'est votre fils ?» demande-t-elle à Nicole, qui se tient fièrement à côté d'Ulysse. « Mon petit-fils », corrige doucement Nicole. La femme se présente comme Hélène Valois. Propriétaire d'une petite galerie d'art dans le quartier de la Croix-Rousse, elle est impressionnée non seulement par le talent d'Ulysse, mais aussi par l'histoire derrière ses créations que mademoiselle Dupont lui a brièvement racontée. « J'aurais aimé avoir ce genre d'exutoire artistique quand j'ai perdu mes parents », confie Hélène. « J'ai été élevée par ma grand-mère aussi. » Pendant qu'Ulysse est occupé à montrer ses autres œuvres à ses camarades de classe, Hélène et Nicole discutent. La conversation dérive vers la situation précaire de leur logement, et Nicole mentionne en passant son métier de couturière. « Attendez, » dit Hélène, semblant avoir une révélation soudaine. « Je cherche justement quelqu'un avec des compétences en couture pour des projets de restauration d'art textile dans ma galerie. Et par coïncidence, j'ai un appartement au-dessus de la galerie qui est disponible. Il n'est pas très grand, mais... Avez-vous déjà ressenti l'impact d'un geste inattendu qui a changé votre vie ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cette opportunité inattendue arrive juste quelques jours avant qu'ils ne doivent quitter leur logement. L'appartement au-dessus de la galerie est effectivement petit, mais il possède 2 vraies chambres et est proposé à un loyer réduit. Le travail de Nicole en tant que couturière sur place pour des projets de restauration d'art lui offre un revenu stable et utilise ses compétences d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée à son âge. Le déménagement est une aventure en soi. Toute la communauté qu'ils ont construite autour d'eux se mobilise. Françoise aide à emballer les objets fragiles, le fils de M. Dubois vient avec sa camionnette, et même Madame Leroy apporte des cartons et reste pour aider à organiser la nouvelle cuisine. Ulysse observe avec émerveillement tous ces adultes qui se réunissent pour les aider, renforçant sa compréhension naissante de ce que signifie réellement une communauté. Dans leur nouveau foyer, niché dans le quartier historique des Canutes de la Croix-Rousse, Ulysse commence à s'épanouir véritablement. Sa proximité avec la galerie lui permet d'observer des artistes professionnels au travail, nourrissant sa passion croissante. Son art gagne en reconnaissance, exposé dans un petit coin de la galerie d'Hélène, que celle-ci a baptisé « l'espace Ulysse ». Un après-midi, alors qu'il dessine dans la galerie pendant que Nicole travaille sur la restauration délicate d'une tapisserie ancienne, Ulysse rencontre Élodie, la fille d'Hélène, qui partage sa passion pour la créativité. Du même âge qu'Ulysse, mais avec une confiance que seul un enfant n'ayant pas connu de traumatisme majeur peut posséder, Élodie devient rapidement le premier véritable ami d'Ulysse. « Tu dessines vraiment bien », dit-elle simplement en s'asseyant à côté de lui. « Tu veux voir mes sculptures en argile ?» Cette amitié apporte une nouvelle dimension à la vie d'Ulysse. Élodie, avec son énergie contagieuse et son acceptation sans jugement, l'aide à redécouvrir la joie simple de l'enfance, courir dans les ruelles pavées de la Croix-Rousse, inventer des histoires fantastiques, rire sans retenue. Nicole observe cette transformation avec un cœur reconnaissant, sachant que c'est quelque chose qu'elle n'aurait pu lui offrir seule. Nicole, quant à elle, s'épanouit dans son nouveau rôle à la galerie. Travaillant avec des tissus délicats et entourée de beauté, elle trouve ses compétences valorisées d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée à son âge. Hélène lui apprend les techniques spécifiques nécessaires à la restauration d'art textile, et Nicole découvre qu'elle a un talent naturel pour ce travail de précision, malgré son arthrite. « Vos mains ont une mémoire que même la douleur ne peut pas effacer », observe Hélène un jour, regardant Nicole réparer méticuleusement une soie brodée du XIXe siècle. C'est un don rare. La galerie devient leur sanctuaire, un lieu où l'art et la guérison s'entrelacent. Les clients réguliers commencent à connaître Ulysse et Nicole, s'arrêtant pour bavarder et admirer les dernières créations du garçon. Pour la première fois depuis l'accident, Nicole sent qu'ils appartiennent quelque part, qu'ils construisent quelque chose de nouveau, plutôt que de simplement survivre.
10 mois après le début de leur vie commune, une nouvelle inattendue arrive. Une petite inhéritance d'une parente éloignée de la mère d'Ulysse. Bien que modeste, elle fournit suffisamment pour que Nicole établisse un fonds d'études pour Ulysse et prenne correctement soin de sa santé. Le moment semble être une bénédiction de ceux qu'ils ont perdus. La lettre arrive un mardi matin, sans aucun signe particulier, juste une enveloppe officielle parmi les factures et les publicités. Nicole l'ouvre distraitement, tout en préparant le petit déjeuner d'Ulysse, s'attendant à une autre communication administrative concernant son petit-fils. Quand elle comprend le contenu, elle doit s'asseoir, ses jambes soudainement faibles. « Qu'est-ce qui se passe, grand-mère » demande Ulysse, levant les yeux de son bol de céréales, immédiatement alerte au changement d'humeur de Nicole. « C'est quelque chose de bien, mon chéri, » répond-elle, la voix tremblante. « Ta tante Mathilde, la cousine de ta maman, celle qui vivait au Canada, elle nous a laissé un peu d'argent. » Ulysse la regarde avec curiosité. « Pourquoi elle a fait ça? Je ne la connais même pas. Elle n'avait pas d'enfant. Et je suppose qu'elle voulait que cet argent aille à la famille de ta maman, » explique doucement Nicole. « C'est comme si ta maman veillait encore sur toi, d'une certaine façon. » Cette idée touche Ulysse, qui reste silencieux un moment, digérant cette nouvelle. « On peut acheter quoi avec ?» demande-t-il finalement, avec la franchise d'un enfant. Nicole rit, essuyant une larme qui menace de couler. « Eh bien, d'abord, nous allons mettre une grande partie de côté pour tes études plus tard. Et puis, je vais pouvoir voir ce spécialiste dont le docteur Laurent m'a parlé pour mon cœur. Et peut-être... » Elle hésite, sachant qu'elle devrait être prudente avec cet argent, mais voulant aussi célébrer ce moment. « Peut-être pourrions-nous faire une petite sortie ce week-end? Le parc de la Tête d'Or, et peut-être même le zoo. » Le visage d'Ulysse s'illumine. Et pour Nicole, cette expression vaut plus que tout l'héritage du monde. Dans les semaines qui suivent, ils utilisent l'argent judicieusement. Nicole prend rendez-vous avec le cardiologue recommandé qui lui prescrit un nouveau traitement plus efficace. Ils ouvrent un compte d'épargne-études pour Ulysse, Nicole, expliquant patiemment l'importance de penser à l'avenir même quand le présent semble incertain. « Ta maman et ton papa auraient voulu que tu aies toutes les chances possibles, » dit-elle à Ulysse une après-midi, alors qu'ils sortent de la banque. « Ils avaient de grands rêves pour toi. Tu crois qu'ils seraient contents que je dessine ?» demande Ulysse, toujours préoccupé par l'approbation de ses parents absents. « Je sais qu'ils seraient immensément fiers, » affirme Nicole, serrant sa petite main. « Ton papa disait toujours que l'important dans la vie était de trouver ce qui te fait briller de l'intérieur. Et quand tu dessines, mon chéri, tu brilles comme une étoile. » Cette conversation inspire Ulysse pour un nouveau projet. Il commence à travailler en secret sur une série de dessins dédiés à ses parents, capturant non pas les derniers souvenirs qu'il a d'eux, mais les histoires que Nicole lui a racontées, son père adolescent participant à une compétition de natation, sa mère jouant du piano lors d'un récital, leur sourire le jour de leur mariage. C'est sa façon de les maintenir vivants, de les connaître à travers les yeux de Nicole. Un soir, alors qu'Ulysse travaille sur ses dessins et que Nicole coude dans le salon, Hélène monte les voir avec une proposition. « J'organise une exposition spéciale le mois prochain, » explique-t-elle, acceptant la tasse de thé que Nicole lui offre, sur le thème « Mémoire et renouveau ». Je me demandais si Ulysse serait intéressé à y participer avec ses œuvres. Ulysse, qui écoutait de la porte de sa chambre, entre dans la pièce, les yeux brillants d'excitation et d'appréhension. « Une vraie exposition? Avec d'autres artistes adultes? » « Absolument, » confirme Hélène. « Ton travail mérite d'être vu, Ulysse. Tu captures des émotions que beaucoup d'artistes adultes passent leur vie à essayer d'exprimer. Cette opportunité devient un point focal pour eux, marquant presque une année complète depuis la tragédie qui a bouleversé leur vie. Nicole aide Ulysse à sélectionner ses meilleures œuvres, à les encadrer simplement mais élégamment, et à préparer de petites descriptions pour accompagner chaque pièce. C'est un processus thérapeutique pour eux deux, une façon de faire le point sur leur parcours ensemble. Pendant ce temps, Nicole travaille sur son propre projet secret. S'inspirant de son travail de restauration à la galerie, elle commence à créer une courte pointe, incorporant des tissus des vêtements des parents d'Ulysse qu'elle avait soigneusement conservés, des photographies imprimées sur du tissu spécial et des messages d'amour brodés. Chaque soir, après qu'Ulysse soit endormi, elle y travaille, y mettant tout son amour et ses souvenirs. « C'est magnifique », murmure Françoise lors d'une de ses visites, observant le travail en cours. «
C'est plus qu'une couverture, c'est une histoire. J'espère que ça l'aidera à se sentir enveloppé par leur amour, même quand je ne serai plus là. Répond doucement Nicole, exprimant une peur qu'elle porte constamment. Que sa santé fragile ne lui permette pas de voir Ulysse grandir jusqu'à l'âge adulte. Françoise serre son épaule avec compréhension. Tu lui donnes les racines et les ailes, Nicole. C'est le plus beau cadeau qu'un enfant puisse recevoir. 1 an exactement après les nouvelles tragiques qui les ont réunis, Nicole et Ulysse organisent une cérémonie commémorative à la galerie, présentant les œuvres qu'Ulysse a créées pour honorer ses parents. Ce qui devait être un petit rassemblement intime prend de l'ampleur lorsque la communauté qui les a soutenus tout au long de l'année décide d'y participer. Françoise, Monsieur Dubois et sa famille, Madame Moreau, Mademoiselle Dupont et même Madame Leroy. La galerie est transformée pour l'occasion, les œuvres d'Ulysse disposées de manière à raconter une histoire, depuis ses premiers dessins sombres jusqu'à ses créations plus récentes, pleines d'espoir et de couleurs vives. Dans un coin, une petite table est dressée avec des photos des parents d'Ulysse, entourées de bougies et de fleurs. Quand tous les invités sont arrivés, Ulysse, vêtu d'une chemise que Nicole a repassée avec soin pour l'occasion, se tient devant eux, nerveux mais déterminé. « Merci d'être venu », commence-t-il, sa voix plus assurée qu'elle ne l'a jamais été. « Il y a 1 an, j'ai perdu mes parents. Je pensais que je ne serais plus jamais heureux. Mais ma grand-mère, Nicole, m'a montré qu'on peut trouver de nouvelles façons d'être heureux, même quand on a très mal. Ces dessins sont pour mes parents, pour qu'ils ne soient pas oubliés, et aussi pour ma grand-mère qui m'a appris à continuer à les aimer tout en continuant à vivre. » Il n'y a pas un œil sec dans la galerie après ce discours simple mais profond. Nicole, débordant de fierté, s'avance alors avec un grand paquet enveloppé de papier de soie. « J'ai aussi quelque chose pour toi, Ulysse, » dit-elle, lui tendant le paquet. « Pour que tu te souviennes toujours que l'amour ne disparaît jamais vraiment. Il change juste de forme. » Ulysse ouvre soigneusement le paquet, dévoilant la courte pointe que Nicole a créée. Ses yeux s'élargissent en reconnaissant les tissus, la chemise bleue préférée de son père, la robe à fleurs que sa mère portait lors de leur dernier pique-nique ensemble, le foulard qu'elle mettait toujours, dans ses cheveux les jours de vent. Entre les morceaux de tissu, des photos, son père le tenant bébé, sa mère riant sous la pluie, les 3 ensemble lors de leurs dernières vacances, et partout, brodés en fils colorés, des messages d'amour et des citations que ses parents répétèrent souvent. « C'est comme s'ils étaient encore là », murmure Ulysse, caressant le tissu avec révérence. « Ils le sont, mon chéri, » répond doucement Nicole. « Tant que nous nous souvenons d'eux, tant que nous continuons à les aimer, ils sont avec nous. » Cet objet tangible, connectant Ulysse à son passé, devient sa possession la plus précieuse. Ce soir-là, alors que la commémoration se transforme en célébration de la résilience, Ulysse s'enveloppe dans la courte pointe, sentant pour la première fois depuis l'accident un sentiment de paix complète. L'exposition est un succès, attirant l'attention non seulement sur le talent remarquable d'Ulysse, mais aussi sur leur histoire extraordinaire. Un journal local écrit un article sur eux, soulignant comment l'art a aidé un jeune garçon à traverser un traumatisme inimaginable et comment une grand-mère âgée a trouvé la force de recommencer sa vie pour lui. Tout au long de cette année difficile, la patience inébranlable de Nicole, sa résolution créative des problèmes et son amour inconditionnel se sont révélés être ses traits de personnalité les plus remarquables. Son conflit intérieur a porté sur l'équilibre entre ses limitations physiques et sa détermination à offrir à Ulysse l'enfance qu'il mérite, la poussant souvent au-delà de limites raisonnables. « Tu sais, » dit Françoise à Nicole alors qu'elles observent Ulysse expliquer fièrement ses œuvres à Élodie, « quand tu m'as ouvert ta porte ce premier soir, avec cet enfant traumatisé et tes propres yeux pleins de chagrin, je me suis demandé comment vous pourriez survivre à tout cela. » Nicole sourit, suivant son regard vers Ulysse qui rit maintenant, sa main tenant la courte pointe comme un talisman. « Moi aussi, je me le suis demandé, mais on ne sait jamais de quoi. On est capable jusqu'à ce qu'on n'ait pas d'autre choix. C'est plus que de la survie que vous avez accompli, » observe Hélène qui s'est jointe à leur conversation. « Vous avez créé quelque chose de beau à partir de la tragédie. C'est ce que l'art fait de mieux, non? Les personnages de soutien ont chacun des motivations claires. Françoise cherche à rendre la gentillesse que Nicole lui avait montrée pendant la maladie de son mari des années auparavant.
Mademoiselle Dupont reconnaît en Ulysse un talent spécial qui lui rappelle son propre refuge d'enfance dans la créativité. Hélène, élevée elle-même par une grand-mère, est motivée à créer des opportunités qui n'étaient pas disponibles pour sa propre famille. Les éléments culturels de leur petit quartier lyonnais influencent l'histoire de manière significative. La tradition de la communauté soudée, voisin aidant voisin, le rythme saisonnier de la colonie d'artistes du quartier et l'héritage, des Canuts qui a façonné le caractère résilient du quartier, jouent tous un rôle dans les décisions que prennent les personnages et les systèmes de soutien disponibles pour Nicole et Ulysse. À la fin de la soirée, alors que les invités partent et que la galerie se vide, Nicole et Ulysse restent un moment seuls, regardant les œuvres exposées, la courte pointe maintenant suspendue au mur central comme pièce maîtresse de l'exposition. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» dit Nicole, passant un bras autour des épaules d'Ulysse. « Oui, répond-il, se blottissant contre elle. « Et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. »« Ensemble » répète Nicole, sentant son cœur se gonfler d'amour et d'espoir pour l'avenir. Un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé il y a 1 an, mais qui maintenant s'étend devant eux, plein de possibilités. Leur évolution de 2 individus brisés à une unité familiale forte démontre que la famille n'est pas définie par des frontières traditionnelles, mais par la capacité du cœur à se reconstruire après la dévastation. Nicole découvre que même dans ces dernières années, elle a des dons à offrir au monde, tandis qu'Ulysse apprend que l'expression du chagrin à travers l'art crée de la beauté à partir de la douleur. Ensemble, ils créent une vie qui honore ce qu'ils ont perdu tout en embrassant le voyage inattendu qu'ils ont trouvé ensemble. Au tournant de cette première année, ils savent que les défis continueront à venir. La santé de Nicole restera une préoccupation. L'adolescence d'Ulysse apportera de nouvelles complications, et les souvenirs de ce qu'ils ont perdu ne s'effaceront jamais complètement. Mais ils ont appris la leçon la plus importante. Tant qu'ils sont l'un l'autre, ils peuvent faire face à n'importe quoi. Cette nuit-là, alors qu'Ulysse s'endort, enveloppé dans la courte pointe de souvenirs, Nicole s'assoit à son chevet, réfléchissant au voyage extraordinaire qu'ils ont entrepris ensemble. Elle pense aux parents d'Ulysse, son fils et sa belle-fille, et leur murmure une promesse silencieuse « Je prends soin de lui. Il devient fort et gentil, talentueux et brave. Vous seriez si fiers, et il se souviendra toujours de vous, je vous le promets. À travers ses dessins, à travers mes histoires, à travers l'amour que nous partageons, vous vivez toujours. » Dehors, la nuit lyonnaise scintille de lumière, rappelant à Nicole que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la beauté à trouver. Elle repense à ce matin fatidique où les policiers sont venus à sa porte, changeant sa vie pour toujours. Elle n'aurait jamais imaginé alors que tant de douleurs pourraient éventuellement conduire à tant d'amour, que tant de pertes pourraient créer tant de nouvelles connexions. Comme Ulysse l'a dit, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Nicole regarde vers l'avenir avec un cœur plein d'espoir. « Félicitations ! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.